Je suis heureux donc de passer la parole à Anne-Sophie Blanchet, qui à la Fondation joue le rôle absolument crucial de responsable du pôle communication et partenariat, et qui va animer cette session 3 sous la forme d'une table ronde. Oui, bonjour à tous. Je suis donc responsable du pôle communication et partenariat à la Fondation Maladies Rares et c'est un plaisir pour moi d'animer cette table ronde. Le thème de cette session est donc mobiliser des financements privés pour soutenir la recherche. Et j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs personnalités de la région pour échanger sur ce sujet aujourd'hui. Madame Céline Darguès, chargée de communication et mécénat chez Groupama Loire-Bretagne. Madame Véronique Meunier, responsable mécénat au fonds de dotation du CHU de Nantes. Madame Christine Trémalière, directrice de la communication au CIC Ouest, et le docteur Patrick Morel, directeur scientifique et responsable de l'action Maladies Rares pour le district Kiwanis France-Monaco et qui représente aujourd'hui tous les clubs Kiwanis, dont ceux de la région Ouest. Je vous propose de commencer par un rapide tour de table pour présenter chacun vos structures et les motivations pour financer la recherche. Cher Patrick, bonjour. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Daniel. Merci à la Fondation Maladies Rares d'inviter effectivement un représentant du Kiwanis. Alors le Kiwanis International, c'est un club service international à destination de l'enfance et notre but est de servir les enfants du monde. Il s'agit d'un terme amérindien qui signifie échangeons nos talents entre guillemets. Alors ce club du Kiwanis a été créé aux États-Unis dans la ville de Detroit, dans le Michigan en 1915. Il s'est rapidement étendu sur toute la planète. Il compte aujourd'hui 600 000 membres répartis dans 80 pays, à peu près 8 000 clubs. Alors, je dois insister sur le fait que nous sommes tous bénévoles. Ça peut paraître surprenant, d'ailleurs, dans le cadre de cette conférence ici, que les bénévoles puissent financer des projets de recherche, mais vous allez voir comment ça se passe. Alors, la France compte 3 800 membres répartis dans 232 clubs. Le Kiwanis est arrivé en France dans les années 60. Alors, le but de tous les clubs du Kiwanis sur la planète, c'est d'organiser des manifestations afin de lever des fonds. Nous ne sommes pas des réseaux, nous ne sommes pas des clubs de réseautage, hein, c'est vraiment des clubs caritatifs. Donc, organiser des manifestations pour lever des fonds. Par exemple, on organise des pièces de théâtre, des concerts, des salons d'hiver, salons du vin, salons de chocolat, etc., compétitions sportives. Et bon an, mal an, donc, le Kiwanis France-Monaco lève à peu près et redistribue entièrement entre 2 et 3 millions d'euros par an. Alors, parmi les actions que nous développons au niveau national, il y a une action importante qui est l'action Maladies Rares, dont je suis responsable au niveau national, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui devant vous pour parler de ça. Alors, nous avons deux façons d'aider au niveau des maladies rares, aider les familles directement, en finançant de l'achat de matériel médical, organisation, modification du logement parfois, car c'est nécessaire effectivement, financement d'opérations qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie. Et puis donc une deuxième partie, et c'est pour laquelle je suis là ici aujourd'hui, c'est donc le financement de projets de recherche. Alors pour cela, donc, nous avons signé une convention de mécénat depuis 2017 avec la Fondation Maladies Rares, et nous avons ainsi pu financer ou en totalité ou en partie 12 projets de recherche au cours de ces 4 à 5 dernières années. Nous essayons de privilégier, ce sont des projets de recherche sur le diagnostic, puisqu'on sait que effectivement c'est un des gros problèmes des maladies rares, et puis de la thérapie génique évidemment, puisque c'est peut-être le seul moyen évidemment de venir à bout de ces maladies. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Patrick. Céline? Oui. Est-ce que... Bonjour à tous. Alors, j'avais prévu un petit support pour présenter la Fondation Groupama. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Donc aujourd'hui, effectivement, je représente à la fois Groupama Loire-Bretagne et également la Fondation Groupama, puisque donc la Fondation Groupama a été créée il y a plus de 20 ans à l'occasion donc des 100 ans du groupe Groupama et a fait, on va dire, le choix courageux, audacieux de soutenir, en tout cas de choisir comme axe les maladies rares. Et donc voilà, les actions s'articulent vraiment autour de 3 axes qui nous semblaient importants. Ô combien important, accompagner donc les associations et les institutions maladies rares
par des soutiens financiers, bien entendu, mais également par l'organisation d'événements solidaires pour collecter des fonds. Le soutien à la recherche, et c'est aussi l'objet de ma présence aujourd'hui, soutien à la recherche médicale et à l'innovation, avec 2 prix, notamment le prix de l'innovation sociale qui est remis chaque année et le prix de la recherche qui, là, s'étend sur 5 ans. Et puis également, notre objectif, c'est de sensibiliser au maximum et faire connaître les maladies rares le plus largement possible. Donc, à titre d'exemple, d'information, depuis plus de 20 ans, plus de 40 chercheurs ont été soutenus par la Fondation Groupama, plus de 250 associations également accompagnées et plus de 2000 projets financés. Et donc, au niveau de notre région, donc Groupama Loire-Bretagne, donc nous menons exactement nos actions autour de ces 3 axes. Donc, nous soutenons plusieurs projets de recherche médicale, notamment en lien avec le CHU de Nantes, le CHU d'Angers, de Rennes, et également le CHRU de Brest. Voilà, c'est une cause qui nous tient à cœur. Nous soutenons également donc, des associations maladies rares sur nos territoires, en proximité. Et puis, là également, avec le soutien de nos collaborateurs, de nos élus, nous menons des actions solidaires pour récolter des fonds. À titre informatif, en 2020, pour Groupama Loire-Bretagne, ce sont plus de 380 000 € de fonds reversés en faveur de la lutte contre les maladies rares. Très bien. Très Voilà. bien, merci beaucoup. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me donner ce petit moment de parole aussi. Donc, je vais vous partager également le petit support voilà, que j'ai préparé. Donc, voilà, alors c'est une banque régionale donc de proximité. On est présent sur 22 départements du Grand Ouest et du Centre. Alors, nous avons pour habitude de dire que nous finançons l'économie réelle de nos régions et donc, au final, nous n'avons qu'un seul métier, c'est d'accompagner nos clients pour et dans nos territoires. Nous sommes donc totalement liés à la vitalité de notre territoire et c'est pour ça que nous sommes très attentifs à soutenir les projets qui lui permettent un développement responsable et harmonieux. Donc, dans le cadre de notre statut d'entreprise à mission et par ailleurs, nous sommes très fiers de vous dire que nous sommes le premier groupe bancaire à s'être doté de ce statut. Nous nous sommes engagés à accompagner des structures qui font bouger les lignes, des projets qui sont vecteurs de cohésion sociale. Et ça, que ce soit dans la culture, le lien social, le sport ou encore la santé. Et donc, c'est cette dernière thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, nous intervenons dans le domaine de la santé sous 2 formes. Soit nous soutenons des structures d'accueil de patients comme la DAPEI, Simon de Sirène ou Clubhouse Nantes, ou nous intervenons directement dans la recherche en santé. Et à ce sujet, très concrètement, nous avons 2 mécénats majeurs. Nous sommes membres fondateurs de la Fondation d'entreprise Thérapie Génique en Pays de la Loire et de la Fondation Santé Dige. Donc, ces engagements, ils datent respectivement de 1999 et 2005 et ils vont se poursuivre, voilà, car il nous semble indispensable de s'engager dans la durée pour que les projets aient un horizon suffisant pour se développer. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christine. C'était une belle présentation efficace. Véronique, est-ce que tu es là? Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, de la même façon, j'ai préparé une petite diapositive. Ouais. Elle est à l'écran. Voilà, elle est à l'écran. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, le fonds de dotation du CHU de Nantes, plus récent que les structures évoquées précédemment, puisqu'il existe depuis 2014, c'est la structure dédiée au mécénat du CHU de Nantes. C'est une structure indépendante et qui est née notamment à l'initiative de la direction de la recherche du CHU de Nantes. Et son rôle est de soutenir le CHU dans ses missions d'intérêt général, qui se déclinent dans 3 champs d'action. Bien évidemment, la recherche, pour en accélérer le financement et la réalisation des projets, en soutenant et en accompagnant les porteurs de projets et les équipes, mais également pour accompagner la prise en charge des patients. Alors, ça se concrétise par exemple par l'acquisition de matériel innovant. Et puis, son 3e champ d'action, c'est l'amélioration de l'accueil et du bien-être des patients accueillis au CHU. Quelques chiffres, depuis 2014, ce sont plus de 120 projets qui ont été accompagnés avec leurs porteurs de projets, et notamment sur 5 thématiques, mais toutes les spécialités sont
sont concernés. Les priorités sont le grand handicap, avec le nouveau pôle de médecine physique et de réadaptation du CHU, la gérontologie, la transplantation, la pédiatrie et maternité et la cancérologie. Dans les projets qui ont soutenu, aujourd'hui c'est à peu près 38 projets, et notamment un dont on a évoqué, qui a reçu le soutien de la Fondation Groupama du professeur Béziot en génétique. Voilà, donc pour cette présentation brève et grâce au nouveau site mécénat.chu-nantes.fr, vous pouvez voir l'ensemble des projets soutenus et des champs d'action du fonds de dotation. Très bien. Voilà. Merci à tous pour ces présentations très intéressantes. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Véronique, on va rester peut-être avec toi. Que conseillerais-tu à un chercheur pour lever des fonds privés? Alors, c'est vrai que c'est assez éloigné de leur métier premier et de leur rôle, mais il est vraiment important que les chercheurs soient ambassadeurs de leur projet, et c'est le meilleur représentant de son projet, et donc il faut effectivement être acteur. Mais avec le fonds de dotation, il n'est pas seul, et donc nous les accompagnons pour trouver des financements privés. Alors, on est à leur côté pour mobiliser sous forme de mécénat, c'est important, c'est sous forme de mécénat, auprès d'entreprises, mais également de fondations, on l'a vu, et également de donateurs individuels, de donateurs particuliers. Alors, dans la dynamique du fonds de dotation, les projets de recherche sont d'abord sélectionnés vers la direction de la recherche et de l'innovation du CHU de Nantes. Et ensuite, on travaille en équipe avec le chercheur, et dans la rédaction des projets, dans les rendez-vous, mais également dans l'imagination et la mise en œuvre de différents projets concrets, comme de la collecte participative, en fonction des projets. Comme on est en lien étroit avec la direction de la recherche et de l'innovation du CHU, et selon les contextes, on peut imaginer d'autres soutiens privés qui sont proposés, comme le transfert de matériel biologique ou des contrats de contribution. Et donc, nous faisons ce lien avec eux. Très bien, ben oui, merci beaucoup Véronique. C'est vrai que cet encadrement est fondamental et se rapproche assez des travaux que nous faisons à la Fondation Maladies Rares, puisque nous soutenons des projets lauréats issus de nos appels à projets par le biais de mécènes fondateurs comme la FM Téléthon, mais aussi par le biais de mécènes privés sur des projets fléchés. Donc Patrick, peut-être en tant que représentant du Club Kiwanis, partenaire de la Fondation sur des projets fléchés, quel est ton point de vue sur cet accompagnement et cet encadrement que nous pouvons apporter? Pour nous, c'est absolument essentiel. Alors, il y a deux façons. Peut-être les chercheurs pourraient contacter directement un club du Kiwanis dans leur région pour aller présenter un projet, pour aller présenter leurs travaux, leurs projets, éventuellement pour essayer justement solliciter l'apport de fonds dans ce projet. Mais bon, il est clair qu'au Kiwanis, nous n'avons pas des structures pour sélectionner des projets. Donc là, nous nous en remettons vraiment aveuglément, enfin aveuglément entre guillemets. Attention. Oui, à la Fondation Maladies Rares, en fait. Donc, tous les projets soumis à la Fondation sont labellisés par le conseil scientifique. Et là, on sait que quand on va choisir un projet retenu par la Fondation Maladies Rares, eh bien, on aura un projet d'excellence. C'est la façon dont nous fonctionnons. Je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire à ce propos. Hein. Oui. Alors, nous sommes très petits, évidemment, par rapport au CHU, au CIC et à Groupama. Mais bon, voilà. Non, mais c'est très important de dire qu'effectivement, c'est basé sur une relation de confiance et comme une labellisation aussi en passant par des structures comme la nôtre. C'est ça, voilà. Nous tenons vraiment à apporter une contribution au financement de ces projets de recherche. Donc, il ne faut pas que les chercheurs hésitent à contacter le Kiwanis, surtout s'ils ont effectivement un projet qui a été accepté par la Fondation Maladies Rares. Voilà. D'accord, oui, très bien. Très bien, merci beaucoup Patrick. Et c'est vrai que par exemple, Christine, vous, en tant qu'entreprise à mission, comment un chercheur peut-il être acteur de sa levée de fonds vous concernant? Alors effectivement,
Par exemple, mais il y a aussi être vraiment acteur de sa levée de fonds, c'est vraiment utiliser tous les effets de levier possibles pour toucher des mécènes potentiels. Et à un moment donné, et au-delà de ce qu'a dit Véronique, d'être un ambassadeur, et je sais que ce n'est pas évident pour des chercheurs, moi je dirais qu'il faut même se transformer en véritable commercial de son projet et aller chercher de la prescription et de la recommandation par tous les moyens. Et alors, par exemple, ce qui fonctionne relativement bien, c'est que si un projet a un premier mécène du monde de l'entreprise, il ne faut absolument pas hésiter à s'appuyer sur le réseau professionnel de ce mécène. Si ce mécène a cru en votre projet, ses pairs y croiront également. Donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter pour qu'il vous introduise auprès des membres du réseau économique où il est actif et lui demander de devenir en quelque sorte le parrain de votre projet pour que vous puissiez avoir vous-même une prise de parole pendant une de leurs réunions. Et notamment dans le Grand Ouest, nous avons la chance d'avoir un écosystème très dynamique et très solidaire. Et il existe de nombreux réseaux. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais il y a Réseau Entreprise, DRO, donc les dirigeants responsables de l'Ouest, le MEDEF, le CJD, les centres des jeunes dirigeants, donc bien d'autres encore. Et ces réseaux se construisent autour d'une communauté d'intérêt qu'il faut savoir utiliser. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut s'appuyer sur la première entreprise mécène pour déclencher d'autres intérêts. Mais pour bien l'utiliser, il faut aussi savoir se présenter auprès du mécène et vulgariser le projet de recherche. Et je crois que Céline, vous avez quelques clés à donner pour une présentation réussie. C'est vrai, merci Christine. Effectivement, je pense que c'est peut-être une des clés aussi pour attirer l'attention des mécènes et donner envie. C'est également d'être en capacité de vulgariser au maximum son projet de recherche. Parce qu'on voit bien que c'est très technique. Alors, je me suis connectée, moi, un petit peu avant notre séance pour voilà, prendre un petit peu en cours de route le débat, le sujet. Et on voit bien que c'est très technique. Alors, nous, en tant que banque, assureur, on est très éloignés quand même. Ce n'est pas le cœur de notre métier. Donc, on a besoin vraiment de choses très claires. Alors, autant que faire se peut, j'ai envie de dire, tant que c'est possible, en tout cas, voilà, nous présenter le projet de manière simple, accessible au plus grand nombre, puisqu'à notre tour, nous devrons, nous, en interne, présenter, porter ce projet. Donc, voilà, c'est vraiment important de le faire de manière le plus simplement possible. Tout à fait, merci Céline. C'est vrai que les entreprises, les mécènes, on oublie, mais sont bien loin du milieu médical. Et un chercheur doit, comme vous l'avez indiqué, être disponible pour pouvoir communiquer. Véronique, toi qui es en contact direct, qui fait le lien entre les mécènes et les chercheurs, qu'en penses-tu ? Effectivement, cette vulgarisation est importante et je parlais de travail d'équipe et c'est là où des profils différents qu'il peut y avoir au fonds de dotation pour faire ce lien-là permet de créer cette communication plus simple avec les mécènes. Et donc, ça demande une forte implication à un certain niveau du mécène, une autre façon peut-être de voir les choses, de présenter, ce qui n'est pas toujours évident, et d'être disponible pour communiquer. Et je voulais partager peut-être une perception, un avis, en fait, aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît tous. Moi, j'ai peut-être une lecture qui permet de dire que le contexte offre une nouvelle sensibilisation du grand public et grand public entreprise, c'est-à-dire de personnes dont la recherche n'est pas le cœur de métier, une sensibilisation qui montre les besoins de recherche aujourd'hui, beaucoup plus compréhensibles et accessibles. Donc, d'une certaine façon, les chercheurs peuvent en profiter, mais c'est certain qu'il faut rester concret dans son discours et lisible pour mobiliser. Et c'est d'autant plus vrai, et Christine va nous en parler, quand finalement les structures, les entreprises qui accompagnent impliquent l'interne. Et Christine peut bien en parler de cette implication. Merci Véronique, effectivement, j'évoquais
On a bien travaillé les transitions. Effectivement, donc j'évoquais précédemment le rôle du chercheur commercial et en fait, ce qui va de pair avec le monde du commercial, vous avez trouvé que j'insiste, mais c'est qu'il y a la concurrence et il y a toujours la nécessité de devoir convaincre, et y compris en interne dans l'entreprise mécène. La direction générale aujourd'hui doit justifier ses choix de soutien auprès de ses salariés. Ce n'est pas le choix du roi en fait, hein. Il faut qu'il y ait une histoire à raconter et qui fasse sens pour les collaborateurs de l'entreprise. Et n'oublions pas d'ailleurs que les collaborateurs sont également individuellement des donateurs potentiels. Donc, je pense que dès le premier contact, il faut que le chercheur soit force de proposition pour faire vivre ce mécénat en interne. Si dès le départ, vous montrez votre volonté, votre engagement à faire vivre ce mécénat, à vouloir toucher les collaborateurs de l'entreprise, je pense que vous allez marquer des points et vous allez devoir, dans une certaine mesure, évidemment, vous adapter aux envies de l'entreprise. Je pense que les formats seront vraiment en fonction du profil de l'entreprise, de la typologie des collaborateurs, mais aussi de la manière dont l'entreprise déjà gère sa communication interne. Ça peut aller de proposer des conférences vulgarisées à des webinaires, mais aussi ce qui se fait beaucoup en ce moment, à la co-construction d'opérations solidaires. Alors, il y a plein de possibilités, hein. Il y a des ventes de brioches aux collaborateurs, des courses connectées et toutes ces formes très variées peuvent aller finalement toucher les collaborateurs qui vont devenir partie prenante en fait de cette collecte de fonds. Et ce sont toujours des opérations gagnant-gagnant parce que l'entreprise, elle, valorise sa marque employeur, autant en interne qu'en externe d'ailleurs, et le mécène, il se fait connaître, il étend sa notoriété. Mais je crois d'ailleurs que Céline, il n'y a pas que des salariés impliqués. Il y a un bon nombre de parties prenantes qui gravitent autour d'une entreprise. Donc, je vous laisse nous en dire plus. Merci. Alors exactement, pour Groupama, nous sommes donc une mutuelle. Nos sociétaires, donc pour Groupama Loire-Bretagne, nos 650 000 sociétaires sont représentés par quasiment 5 000 élus sur le terrain. Et donc, pour nous, il y a également un double enjeu. Au-delà d'impliquer nos collaborateurs et de les sensibiliser à nos actions de mécénat, c'est également un enjeu pour nous de mobiliser nos élus et de les impliquer également dans nos actions. Ce qu'on se disait tout à l'heure, on mène des actions solidaires dans nos territoires. Effectivement, nos élus mettent vraiment beaucoup d'énergie pour mener à bien ces actions, fédérer, les faire connaître, soutenir les associations en proximité sur leur territoire. Donc, il y a vraiment un enjeu, de double enjeu, les collaborateurs en interne et puis nos élus. Et puis également, notre objectif, c'est également de toucher le reste de nos parties prenantes, donc nos sociétaires, bien entendu, mais également les malades eux-mêmes, leurs familles, leurs proches, se faire connaître en tant que mécène sur les maladies rares, et puis plus largement, on va dire, le grand public. Voilà, donc il y a vraiment toutes les cibles sur lesquelles nous devons travailler et faire connaître nos actions. Oui, et vulgariser. Et c'est là où moi, avec ma casquette communicante, je vous rejoins à 100%, parce qu'à la Fondation Maladies Rares, on joue ce rôle et on aide les chercheurs à vulgariser leurs travaux pour pouvoir trouver des mécènes, parce qu'il est primordial, je pense effectivement, d'offrir du concret et que le mécène entende et comprenne ce qu'il soutient. Donc Patrick, je vais peut-être revenir vers toi, parce que vous êtes des bénévoles qui évidemment sont loin du monde médical. Et est-ce que tu penses qu'il faut bien les rassurer pour qu'ils comprennent pourquoi ils se mobilisent au travers d'actions de levée de fonds et comprennent leur engagement? Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce qui a été dit par mes collègues, effectivement, dans cette table ronde. Pour nous, effectivement, le contact avec les chercheurs, que ce soit avant ou après que le projet ait été financé, sont essentiels. C'est une sorte de retour sur investissement, si on peut parler comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important que les chercheurs viennent présenter leurs travaux, éventuellement avant que ce travail soit financé ou, comme je le dis, après. Moi, ce que je conseille aux chercheurs, effectivement, c'est d'essayer de contacter des clubs du kiwanisme qui sont présents dans leur région, se présenter, se faire connaître, expliquer ce qu'ils font. Et à ce moment-là,
Alors, pour trouver ces clubs, c'est assez facile. Il suffit d'aller sur le site du district du Kiwanis France-Monaco, hein, sur Google ou tout autre moteur de recherche, et vous trouverez les clubs, et éventuellement, vous vous adressez à moi si vous ne trouvez pas ces clubs. Et je pourrais redispatcher l'information. Et donc, mais malgré tout, bon, alors ça, c'est une approche directe. Mais comme je vous le dis, à partir du moment où nous avons collecté suffisamment de dons venant de divers clubs de toute la France, hein, pour permettre de financer un projet, eh bien à ce moment-là, nous nous adressons à la Fondation Maladies Rares pour s'assurer. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que dans notre convention, les projets sont des projets lauréats, ce qui vous assure. C'est ça. Voilà. C'est ça. Après, vous avez des réunions de bénévoles où vous avez besoin, ce que tu me disais, vous avez besoin d'avoir du concret quand vous faites vos conférences, éventuellement que le chercheur soit là. Tout à fait. Alors, je dois dire qu'effectivement, je vois là Guy Lenners, je vois Daniel Sherman, je vois Stéphane Béziot, je vois un certain nombre d'autres chercheurs qui ont déjà bénéficié de dons du Kiwanis et qui sont venus parler effectivement dans les clubs ou même dans le congrès annuel du Kiwanis. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. C'est clairement, si vraiment vous voulez avancer, si vous voulez vraiment, là je m'adresse aux chercheurs évidemment, hein, si vous voulez vraiment pouvoir avoir des fonds de la part du Kiwanis, c'est ça, c'est de vous présenter, de venir présenter vos projets avant et après. Montrez bien ce qui a été fait avec l'argent reçu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Patrick pour ce témoignage. Il nous reste un tout petit peu de temps, on a 3 minutes. Je vous propose peut-être de répondre à quelques questions. Donc je vois que dans le module, il n'y a pas de questions. Par contre, moi, j'en avais reçu un petit peu en amont. Donc, je voulais savoir comment déposer un dossier au fonds de dotation, Véronique. C'était une question qui t'était adressée. Et comment doit-il être construit? Alors, comme je l'ai indiqué, en fait, il y a une sorte de première sélection avec la direction de la recherche qui a une vision globale de l'ensemble des projets soumis. Donc, c'est la première étape, les discussions avec la direction de la recherche. Ensuite, et après, c'est donc en fonction des décisions de prendre contact avec l'équipe, donc avec le fonds de dotation. On a des échanges et la première étape est effectivement finalement une fiche projet assez didactique qui permet de guider sur les enjeux, sur l'objectif. Et ensuite, on va travailler ensemble sur les pistes. Et comme ça a été évoqué, les réseaux personnels du chercheur et également les liens que le fonds de dotation a tissé et va tisser avec les différents acteurs économiques locaux. Donc, première étape, la direction de la recherche, et la deuxième étape est effectivement en direct avec le fonds de dotation, avec une fiche projet assez simple, puisqu'on est dans cette vulgarisation et ne pas nous rentrer dans de nombreux détails techniques. Je me permets juste, je vois sur le chat, je crois qu'il y a une petite question pour moi. Alors, je ne le voyais pas, donc vas-y, au contraire. Pourquoi moi je ne la vois pas? Pour le soutien aux maladies rares, est-ce que vous faites des soutiens directs aux chercheurs ou tout passe par la Fondation Maladies Rares? Est-ce qu'il faut vous contacter d'abord? Donc ça, c'était pour Patrick? Oui, tout à fait. Oui, les deux, en fait. Hein, les deux, effectivement. Mais nous, pratiquement tous les projets que nous avons financés sont passés par la Fondation Maladies Rares. Mais pourquoi pas venir présenter un bon projet et on verra, effectivement. Disons que vous, Patrick, ce qui avait été établi, c'est que vous n'avez pas les capacités à analyser un dossier. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que vous passez par nous, puisque nos projets lauréats sont passés par nos appels à projets et ont été validés d'excellence par un comité. C'est ça. Moi, je suis un ancien de l'INSERM, hein, mais nous n'avons pas un comité scientifique, nous n'avons pas un conseil scientifique au Kiwanis. Voilà. Donc, le mieux, c'est, jusqu'à présent, on a toujours fonctionné, c'était effectivement des projets lauréats de la Fondation. Tout à fait. Très bien. Écoutez, de toute façon, je crois que c'est l'heure. Donc, il est temps de clore cette session. Je vous remercie beaucoup, tous les quatre, pour cet échange très enrichissant qui, j'espère et je pense, aura apporté un éclairage sur le sujet. Je pense que vous êtes tous joignables après, ensuite, soit par Internet sur les sites où on peut trouver vos adresses mail ou sinon contacter la Fondation. Le contexte actuel, comme tu l'as dit, Véronique, apporte une sensibilisation nouvelle du grand public qui, j'espère,
favorisera les engagements des mécènes et facilitera le travail des chercheurs en levée de fonds. Merci à tous